Et je vous propose d'accueillir avec moi les trois intervenants suivants, en l'occurrence Sakia David qui représente l'entreprise J'Explore. Merci Sakia de nous rejoindre. Vincent Olivier pour Métier 360. Ils sont là, voilà. Et puis Régis Bichard qui représente l'Académie de Poitiers. Attention, il ne faut pas... soyez les bienvenus, installez-vous. Je n'ai pas le temps de bouger, on va s'intéresser, si vous voulez, à la présentation des métiers grâce aux technologies immersives. Et on va voir peut-être sur comment ça peut aider les métiers en tension, parce qu'on se rend compte que les métiers sont en tension aujourd'hui, peut-être qu'on n'a pas fait le boulot depuis quelques années. Soyez les bienvenus. Merci à tous les trois de nous rejoindre. Alors Vincent est avec moi. Si vous pouvez faire moins de bruit, les intervenants qui sont intervenus, s'il vous plaît. Non, c'est parti. Vous avez vu ça, ils sont intervenus, ils sont tranquilles. Ouais, voilà. Ils n'ont plus le stress que vous avez, mais j'espère que tout va bien. Merci en tout cas de nous avoir rejoints. Et je vous propose de nous partager vos expériences finalement sur qu'est-ce que vous avez développé vous pour permettre d'accompagner, d'aider les personnes, alors pas forcément les jeunes, mais on verra aussi les jeunes, mais peut-être les personnes qui sont en phase d'orientation ou de réorientation dans la recherche d'un métier. Vincent Olivier, vous êtes là, c'est bon, vous êtes un petit coup, ça vient. Donc, je vous propose de commencer avec vous. Donc vous présentez Métier 360, vous êtes le directeur. Et c'est quoi le métier de Métier 360? Cette question est un peu tordue, mais... Là, je vous parle dans le micro. Ah, il est éteint. Ils vous l'ont éteint, ils vous ont fait une blague. Ils sont taquins, hein, le groupe d'avant, là, ils sont taquins. Allez. Et là, ça fonctionne. Merci. Le groupe d'avant. Et merci de l'invitation et de cette journée qui est effectivement l'occasion de plein de contacts nourrissants et enrichissants, donc c'est chouette. Donc juste pour me présenter, puis après j'imagine que vous faites le tour, c'est ça? Donc Métier 360, c'est une entreprise qui a connu plusieurs vies, mais qui depuis 2018 développe donc des solutions de découverte des métiers en réalité virtuelle. Et notre métier, c'est d'équiper et d'aider tous ceux qui aident les autres à trouver un chemin vers un emploi ou une formation. Et donc on équipe à la fois des structures scolaires, des collèges, des lycées, des CFA. Donc là on est en phase d'orientation? On est en phase d'orientation, ouais. Et tout est encore possible. Okay. On est très présent dans l'univers de l'insertion, donc des 16-25 qui sont accompagnés mais qui ne sont plus en formation, donc les missions locales en particulier. Et puis on équipe la réinsertion, donc les bénéficiaires du RSA, plein de structures qui les accompagnent, et puis France Travail. Et donc là, on est sur le retour à l'emploi, la reconversion. Et la réorientation. Et ça correspond tout à fait à l'idée que voilà, tout au long de la vie, on travaille son projet, on se réoriente, et c'est quelque chose qui n'est jamais fini. Donc concrètement, comment ça se passe? Vous installez des bornes, vous déposez des casques, enfin, comment ils font tous ces différents publics finalement pour avoir accès à ces métiers ou pour les découvrir? Cette expérience immersive, comment elle se concrétise? Alors, d'abord peut-être préciser que sur ces sujets d'orientation, de réorientation, je pense qu'il faut être hyper modeste. C'est un art extrêmement délicat, il n'y a pas une recette magique, c'est pas une compétence dure qu'on acquiert, hein, c'est quelque chose de plus subtil de ça. Et où il faut être aussi très modeste parce que les résultats sont quand même pas vraiment à la hauteur. Enfin, en tous les cas, quand on regarde, je sais pas, le taux d'échec quand on est là, il est assez important, donc probablement il y a des choses qu'on pourrait faire mieux, tout le monde cherche, on n'a pas trouvé. On verra l'Académie nous regarde du coin de l'œil, on verra ce qu'il en dit. Non, je crois vraiment que c'est un sujet sur lequel, même si on peut être enthousiaste sur sa solution, sur ce qu'on fait, voilà, faut rester modeste sur les résultats. Et nous, notre vision est assez simple, hein, c'est de dire que il y a des situations dans lesquelles on est accompagné, voilà, alors par quelqu'un dont c'est le métier ou dont c'est la fonction. En milieu scolaire, il y a quelques personnes dont c'est le métier, mais l'essentiel c'est des profs qui vont le faire. Donc c'est une fonction en plus. Quand vous êtes conseiller d'insertion en mission locale, même chose, hein, c'est une partie de votre métier. Voilà. Quand vous êtes formateur ou conseiller chez Pôle emploi, c'est une partie de votre métier, mais c'est pas. Voilà. Et nous, on pense que c'est dans l'interaction avec ces gens-là qu'on peut apporter quelque chose de significatif, hein, de faire changer les représentations, parce que c'est en particulier ça qui va être bloquant. Et donc nous, on équipe ces personnes-là d'une solution qui, hop, on met sur la tête, ça dure 5-6 minutes, et on est en immersion vidéo 360 dans un monde professionnel. On va voir des choses, on va entendre des gens nous raconter leur métier, on va les voir utiliser des outils, être confrontés à des situations, ça dure 5-6 minutes, donc on est en posture très simple d'observation, je regarde comment ça se passe, on enlève le casque, et après on discute avec cette personne, et c'est là que le vrai travail se fait. D'accord. Ok, donc c'est encore une fois, la techno est au service d'eux, finalement, au service de l'action d'orientation ou d'orientation. Vous dites parce qu'il faut derrière qu'il y ait un échange avec un humain pour en discuter. Et pour, je ne peux pas choisir mon métier uniquement parce que je dois avoir mis le casque pendant 5 minutes. Quoi.
Je pense que, on pourrait faire le sondage, hein, mais si les gens qui sont présents ici, s'il y a 15 ans, ils savaient ce qu'ils faisaient aujourd'hui, ce qu'ils feraient aujourd'hui, on ne doit pas être très nombreux à être dans cette situation-là. Donc oui, c'est compliqué, ça demande de l'interaction, et nous, on se contente de faire en sorte que la discussion qu'il y a entre les différents médiateurs et le jeune ou la personne adulte, que ces discussions se basent un peu moins sur des représentations et un peu plus sur une expérience qu'on vient de vivre. Et c'est pas grand-chose, mais cette technologie immersive, qui vous apporte une expérience, permet sans doute d'avoir des échanges, un petit peu plus riches. Riche, concret, oui. Aujourd'hui, vous avez équipé combien de structures, par exemple, avec votre solution? Alors, le taux dont on est fier à la hauteur de ce micro-marché, on équipe 1500 structures, on a déployé 6500 casques, on a formé 5000 personnes. Formés à déployer l'outil, c'est ça? À utiliser l'outil dans leur situation propre. Ce qui veut dire qu'on a trouvé quelques réglages qui permettent d'avoir cette solution à une certaine échelle. Et donc de sortir la VR d'un ghetto de geeks. Ok. Et combien de personnes ont enfilé le casque? Alors on a du mal à l'évaluer parce que on compte les vidéos vues, okay. Mais on ne demande pas aux gens d'avoir un compte et de s'inscrire, etc. Donc on l'estime, mais on estime à 250 000 l'année dernière à peu près. D'accord, 250 000 personnes qui ont eu l'opportunité de découvrir des métiers. Combien il y a de métiers d'ailleurs dans votre solution? Parce que tout à l'heure, on avait M. Navin Group qui dit il faut leur faire le tour de l'usine, nous. Bah oui, c'est évident quand on a l'usine, mais quand on veut découvrir le métier à la fois de la chaudronnerie peut-être et puis de l'injection plastique de l'imprimerie, il faudrait visiter 3 entreprises, c'est pas toujours facile. Donc on a tous ces cas-là. On a tourné chez Naval Group avec parfois des bâches parce qu'il y a effectivement des sujets un peu sensibles. Ouais. On a tourné aussi dans la construction. Chez Peut-être Pajot, c'est ça? Pas chez Pajot. Pas très loin. Dans le bateau? Je crois que c'est Beneteau. Il faut qu'on en ait un troisième. Zodiac, ça fait 3 dans le bateau à l'écossaire. On ne peut pas se faire targuer de publicité. Mais on ne doit pas être loin de 400 professionnels qui sont présentés. Et ça représente, je crois, 270 codes ROM au sens de la nomenclature de Pôle emploi. Parce qu'il y a certains métiers qu'on va retrouver 2 fois, mais dans des situations différentes. D'accord. Donc là, on est vraiment sur l'outil au service de la découverte des métiers, c'est le cas. Je me tourne vers vous, Sakia, parce que du coup, quand on a préparé cet entretien, moi j'avais l'impression que vous faisiez presque un peu le même métier, tous les deux, finalement, chez Gexplore. Alors, c'est quoi l'ADN de Gexplore, qui est la société qui expose d'ailleurs en haut, on peut vous retrouver en haut tout à l'heure si on veut. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, de la même manière, Gexplore a 2 activités conjointes et qui se nourrissent l'une entre elles. À la fois, on produit nos contenus justement immersifs de vidéos, donc 360 de la même manière. Et également, après, on est sur le terrain parce qu'on a aussi cette volonté sociale d'aller sur le terrain. Donc, par exemple, je suis concepteur, mais également formateur Gexplore. Donc l'idée, c'est aussi justement de nous déployer nous-mêmes avec nos formats d'atelier, qui vont pouvoir, en fonction de la classe, de l'âge, de la co-création aussi que l'on réalise avec les enseignants, aborder différentes thématiques. On revient effectivement sur le souci de la déconstruction des stéréotypes, des constructions de certains mythes qu'il peut y avoir en lien avec les métiers, l'orientation, les parcours de métiers. Et donc cette double activité se nourrit entre elles. Il y a aussi cette démarche et cette mission sociale aussi, puisqu'on intervient dans des QPV, donc quartiers prioritaires de la ville, des REP, et aussi plus récemment, et dans cette démarche également de recherche-conception pour des jeunes, avec aussi des éléments et des problématiques éducatifs à réfléchir. On est en train d'élaborer un programme notamment de recherche auprès de 3e SECPA. Donc justement, qui ont des problématiques en lien avec leur insertion professionnelle qui est à prendre en compte, en lien avec leur territoire, en lien avec leurs besoins éducatifs également. Et donc par recherche-conception, c'est l'objectif aussi justement de mettre à l'épreuve, comme vous l'avez dit tout à l'heure aussi, il faut avoir une forme de modestie parce qu'il y a tout un écosystème, les compétences à s'orienter sont multiples, complexes. Et effectivement, c'est de poser la question comment on peut venir en complémentarité avec l'existant, en co-création également avec les élèves, les enseignants et tout aussi tous les éléments éducatifs tout au long.
D'un point de vue opérationnel, ça se passe pareil, c'est-à-dire que vous avez vous aussi une solution à travers des casques qui permettent de faire de l'immersion vidéo 360 et on découvre les métiers, c'est ça? Tout à fait, effectivement. Donc ça peut être, on fait donc multiplateforme, c'est-à-dire différents types de casques. Et de la même manière, donc soit on va équiper des structures, soit on va venir directement dans des structures, des établissements, des sites éducatifs, des missions locales, avec nos propres casques. Et donc ça va être des formateurs de Gexplore qui vont venir pour justement également venir en complémentarité avec l'enseignant, co-construire aussi l'intervention qui va être faite, en justement en amont de l'atelier, demander quels sont les métiers à présenter, quelles sont les problématiques spécifiques du territoire, de l'établissement, des élèves aussi, ou même directement de l'enseignant. Et donc à ce moment-là, voilà, on se pose la question, quel élément on veut venir, et comme ce qui a été abordé, dans la recherche, dans aussi la question qui se pose de l'efficacité pédagogique, on se rend compte, encore une fois, que c'est un outil. Et ce qui prévaut, c'est le débriefing, c'est la restitution, c'est justement tout ce travail qu'il y a d'articulation pédagogique qui permet justement d'y entrevoir ou de mettre en hypothèse l'efficacité pédagogique. On avait un exemple là de nombre d'utilisateurs qui étaient passés à travers et nombre de personnes formées. Vous avez un peu de retour, vous, sur finalement toutes ces actions qui sont déployées? Est-ce que ça a pu générer des choix d'orientation ou est-ce que vous mesurez tout ça? Alors, au niveau des bénéficiaires directs, c'est-à-dire que lorsqu'on se déploie avec nos propres animateurs, on a mené des ateliers avec 3000 bénéficiaires jeunes et on a formé 300 enseignants. Et donc là aussi, l'objectif, c'est de les accompagner, c'est-à-dire qu'on leur fournit donc une formation sur l'utilisation de la VR, mais également en lien avec les ingénieurs pédagogiques, les concepteurs pédagogiques du coup, réfléchir à comment leur fournir des éléments clés en main et aussi pour faciliter l'utilisation des casques dans différents types de thématiques et d'ateliers. La question de l'efficacité et de est-ce que ça fait des parcours, etc., paraît très compliqué, je pense, à voir, parce que là, il faudrait y faire un suivi longitudinal. Maintenant, et c'est tout l'enjeu justement de la démarche que l'on va mettre en place et que l'on met déjà en place, par exemple pour les classes de 3e SECPA, c'est de comparer, par exemple, entre un groupe avec la VR et un groupe témoin, justement pour pouvoir voir l'efficacité, la plus-value, ou justement, et je pense que c'est plus vers là qu'il faudrait tendre, la complémentarité avec l'existant, comment on peut venir sur un suivi longitudinal avec ce qui se fait déjà, les fiches métiers, les vidéos de l'ONICEF, en complément avec de l'immersion, en complément avec des journées portes ouvertes, etc. Et donc voilà, s'inscrire en fait dans une démarche plus écosystémique, entre guillemets, de l'orientation. Voilà, c'est un petit peu l'état de la recherche-conception actuelle que l'on essaye de mener. Juste avant de se tourner vers l'académie, parce que tout ça, sur l'orientation, ça le concerne évidemment Régis, et puis il trépide, il a plein de trucs à nous dire. Sur l'orientation, j'entends que finalement il va falloir beaucoup de temps avant de commencer à pouvoir voir la fiabilité ou la réussite qu'on peut avoir finalement dans le métier. Mais sur la réorientation ou sur la réinsertion professionnelle, c'est peut-être un peu plus rapide, non, pour voir, est-ce que vous avez pu remarquer ou mesurer finalement un peu d'efficacité, ou l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, sur quelqu'un qui a 30 ans, qui se réoriente ou qui se réinsère dans le monde professionnel et finalement qui aurait gagné beaucoup de temps ou qui aurait vraiment découvert. Vous avez de la matière par rapport à ça ou pas aujourd'hui? Je vais répondre d'abord. Peut-être pour ces éléments-là, justement la question de comment utiliser l'outil pour un public plutôt adulte. On va plutôt tourner la restitution, le débriefing vers les compétences transversales. Permettre aux bénéficiaires d'identifier, de valoriser aussi leurs propres compétences parce qu'ils en ont. Et voilà, l'immersion est plutôt à la fois cette fois-ci en outil pour faire immerger ces réflexions, permettre justement d'ouvrir des espaces d'échange. Donc avoir justement tout l'intérêt du suivi longitudinal. Par contre, ce qui est intéressant, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des bénéficiaires, quand on va les interroger par la suite, en entretien qualitatif, donc là je parle des adultes, on se rend bien compte effectivement que voilà, ça leur permet de mettre des mots sur soft skills, hard skills par exemple, sur du vocabulaire qu'il peut y avoir aussi dans le monde de l'entreprise, sur la valorisation de leurs propres compétences transversales également. Vincent, vous avez un avis sur ma question tordue là? Oui, elle est tordue. Donc plusieurs éléments de réponse, mais bon, c'est vraiment que des briques. Nous, on fonctionne sur un système où les structures qu'on équipe sont abonnées, donc on regarde le taux de réabonnement. S'ils se réabonnent, on se dit que c'est probablement ça leur a été utile.
C'est bon déjà. C'est un indicateur qui est un peu business, hein, mais... Souvent, oui, non, mais c'est réel. Quand on est content, on maintient son abonnement. Si on n'est pas content, voilà. on se désabonne aujourd'hui. Hein. Mais on peut être content pour plein de raisons qui ne sont pas nécessairement liées à l'impact. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas surinterpréter ça non plus. Après, on a quelques déploiements, faut dire un peu massifs. Alors, je pense notamment à la région Bourgogne-Franche-Comté, où on a un déploiement sur à peu près 180 établissements scolaires. Ça fait 550 casques, donc ça fait un début de cohorte un peu statistique qui part un peu. Et on mesure, et on fait ça depuis, ça fait 4 ans qu'on le fait. Et certains établissements sont présents depuis 2-3 ans, donc il y a une forme de profondeur de l'expérience. Ce qu'on arrive à mesurer, par exemple, c'est les progrès que font les équipes pédagogiques d'une année sur l'autre, sur le nombre d'expériences différentes vues dans un même casque. Et comme on est dans une logique j'explore, qui est d'exploration, et où l'un des objectifs qu'on peut avoir, d'ailleurs qui est un des objectifs maintenant, c'est le nombre de métiers qu'on connaît, bon, ça se mesure. Et on voit qu'effectivement, en fonction de la qualité de l'accompagnement pédagogique, de la maturité croissante de l'équipe, quand elle s'est saisie de l'outil, la première année elle se débrouille, la deuxième ça va un peu mieux, enfin bon, ça progresse. On voit le nombre on voit la dispersion des vidéos vues s'améliorer. Donc on se dit, bah oui, ils ont découvert un plus grand nombre de métiers parce qu'ils ont mis en place des scénarios pédagogiques qui sont un petit peu plus élaborés. Donc voilà, tout ça, c'est des petits indicateurs qu'on peut essayer de chercher à mesurer, à regarder. Et à la fin, c'est quand même une question de quelle est la personne qui a reçu l'outil, quel est l'investissement qu'elle a réussi à y mettre, parce que le temps est incroyablement contraint au monde scolaire, et dans les autres univers aussi, en vérité, on n'a pas... Et donc, quelle est la vitesse à laquelle elle arrive à s'approprier la solution pour en faire un usage qui correspond. Alors, j'aime beaucoup le mot d'écosystème parce que, comment dire, c'est l'intégration dans l'écosystème qui va produire des effets. Je donne un dernier exemple de quelque chose qu'on a fait très récemment, dans le cadre d'un collectif où on travaille l'orientation, et on a fait des ateliers sur la représentation genrée. Donc est-ce que, en tant que jeune fille, en tant que jeune homme, je me suis mis des barrières sur certains métiers. Donc on a fait des ateliers, enfin on a fait un peu comme vous, sauf que d'habitude nous on ne le fait pas. Donc on est allé animer un atelier, etc. Et dans cet établissement, c'était à Nemours, il y avait eu d'autres actions faites sur le genre, avec d'autres membres de ce collectif, avec d'autres formats, des interventions professionnelles, bon bref. Et faisant ça, on a vu qu'effectivement la réception de nos ressources était bien meilleure parce qu'il y avait déjà eu un travail par d'autres acteurs en amont. Donc ça veut dire que l'impact il dépend pas de nous, mais de la façon dont nos outils s'intègrent dans des univers complexes. Vous êtes à peu près d'accord avec les premiers acteurs de notre première table ronde qui disaient que les outils sont au service d'eux. Vous dites l'outil va servir, mais il faut quand même que la personne qui accompagne soit formée et ça s'intègre dans une démarche globale et compagnie. Qu'en pense l'Académie? Régis Bissard, merci de nous avoir rejoints, parce que quand on parle d'orientation, j'imagine que c'est un sujet qui est phare, enfin c'était vu l'année dernière et même l'année précédente aussi par rapport à ça. C'est quand même un sujet qui est important pour vous. Alors vous, juste pour la blague, directeur opérationnel du campus métier qualification numérique pour la formation professionnelle 4.0, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous avez oublié d'excellence, mais enfin, je ne vous en veux pas. CMQ, NFP, j'ai pas vu de E d'excellence là. D'excellence, d'accord. Donc vous, votre cheval de bataille, c'est ça, c'est comment on fait pour orienter les étudiants et les élèves de l'académie, c'est ça? Alors, entre autres, oui, je vais peut-être déjà vous expliquer un peu ce qu'est un campus des métiers rapidement. Allons-y. Pour vous rappeler. Allons-y. Un campus des métiers, c'est une réunion d'acteurs en consortium, acteurs publics, acteurs privés, au service d'une cause qui est une cause de formation, en général, de formation professionnelle. Et nous, on a choisi donc en Nouvelle-Aquitaine de se monter en consortium de 16 membres. Donc on a des acteurs institutionnels, des établissements de formation supérieure, des entreprises du domaine privé, notamment des entreprises du numérique, des producteurs de VR, etc. Donc je ne vais pas énumérer l'ensemble, mais des institutionnels aussi, Éducation nationale, ONICEP, Réseau Canopé, pour conduire deux objectifs principaux. Bien sûr, la région académique et la région Nouvelle-Aquitaine, qui sont nos deux porteurs principaux, comme tout campus des métiers et de qualification, autour de deux objectifs principaux. Le premier, c'est celui de produire et déployer ce qu'on a appelé des environnements immersifs d'apprentissage, c'est-à-dire des solutions pédagogiques numériques qui comportent des dimensions interactives
et immersive, donc principalement de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la simulation numérique. Et là, on est dans la formation. Donc là, on est dans la formation. Et le deuxième objectif, c'est d'utiliser aussi cette solution-là sur des actions de découverte des métiers. Là, du coup, on est au cœur de la table ronde qui nous réunit. Et avec des publics différents, sur la formation professionnelle, on est plutôt sur des lycéens ou apprentis de la formation des niveaux CAP à BTS, et avec un public de collégiens pour ce qui relève de la découverte des métiers, donc le public qu'on partage avec les deux structures qui sont là. Voilà. Donc l'enjeu, c'est effectivement d'utiliser ces contenus pour immerger les jeunes dans des situations authentiques de travail, dans des vies ma vie, dans des journées types, sur effectivement des formats soit de vidéos 360, alors interactive ou pas, on y reviendra peut-être parce que nous on a l'ambition d'essayer d'aller un petit peu plus loin dans les productions qu'on veut faire en interne, c'est-à-dire qu'on souhaite travailler, et on travaille déjà avec des partenaires qui ont des solutions sur étagère entre guillemets, mais on souhaite tester des nouvelles choses, on pourra peut-être en dire un mot, et puis utiliser aussi des scénarios 3D assez simples sur des tâches identitaires des métiers, liés à nos EIA côté formation et qui pourraient être utilisés par exemple avec des élèves de 3e découverte professionnelle pour faire de l'initiation entre guillemets un tout petit peu plus active, un tout petit peu plus poussée pour les accompagner sur leur projet d'orientation. Voilà, donc... Ok, allez-y, continuez. Est-ce que vous êtes déjà au niveau finalement d'utiliser ou d'avoir déployé des solutions comme J'Explore ou comme Métier 360 ? Après, pour l'Académie de Poitiers, il y a déjà eu des expérimentations, je dirais de deux types. Des expérimentations dans le cadre des territoires numériques éducatifs dans la Vienne, ce qu'on appelle TNE 86, avec un certain nombre d'établissements, principalement des collèges et quelques lycées. Et donc là, les deux solutions ont été testées, parfois par le même établissement, parfois par des établissements différents. Donc on a un certain nombre de retours et de débriefings de part des enseignants, principalement de collèges, mais aussi quelques-uns de lycées qui ont testé les solutions. C'est d'ailleurs ce qui nous a conduit un peu à réfléchir à un autre format de contenu pour essayer de tester d'autres formes. J'en parlerai peut-être un peu tout à l'heure. Et puis il y a également la région Nouvelle-Aquitaine qui a fait le choix d'expérimenter la solution Métier 360 dans certains établissements par rapport à sa compétence aussi d'accompagnement sur les projets d'orientation des élèves. Donc, c'est des solutions immersives pour découvrir des métiers, des formats courts, 5-6 minutes. Ouais, je suis dans un univers 360, je découvre ce qui se passe. Je peux aller voir notamment comment on fait un catamaran, parce que est-ce que c'est que la résine, parce que à part imaginer que c'est un truc qui sent mauvais, ou on n'imagine pas peut-être les couches des fibres et tout ça. Alors on n'a pas encore le d'odeur dans tous les sens, hein, mais... Ok, donc on a du bruit, on a de l'image, c'est ça et vous dites que vous avez des retours par rapport à ça. Oui. Et les retours sont... les retours sont globalement plutôt positifs. Pour différentes raisons. Force est de constater que l'attrait de la techno fonctionne encore, et depuis un petit moment, et fonctionne encore auprès de ce public de collégiens, c'est-à-dire que la nature même de la ressource fait qu'il y a une curiosité, une attractivité qui permet au moins de rentrer dans l'expérience plus facilement qu'avec une ressource classique qui peut être un témoignage de professionnel. Après, bon, oui, c'est ça, c'est versus témoignage professionnel. Exactement, ou vidéo classique 2D, etc. Donc là, séduction par l'outil. Là. Exactement. Okay. Après, justement, on y a vu aussi un petit peu de limite parce que dans le caractère notamment répétitif, si c'est pas bien scénarisé par les enseignants, parce qu'on a bien mesuré cette dimension où on prend un outil, mais il faut l'insérer dans une séquence pédagogique construite autour d'objectifs pédagogiques, par exemple pour développer les compétences à s'orienter. Et nous, on souhaite tester une modalité de vidéo 360 interactive, c'est-à-dire où le jeune ne subit pas simplement, entre guillemets, enfin ne subit pas. C'est peut-être un grand mot, le mot subir, mais... En tout cas, il n'est pas spectateur. Voilà, le jeune est finalement un peu passif malgré tout, même s'il peut changer d'angle d'orientation dans l'expérience qu'on lui propose. Après, on a vu aussi un autre élément, un autre facteur qui a un impact très fort sur la qualité de la perception et, je dirais, sur l'effet pédagogique, c'est la scénarisation de la vidéo en elle-même. Et on voit bien aussi, y compris les acteurs qui ont des solutions sur étagère, combien ils ont pu progresser par rapport à des vidéos de première génération ou des vidéos maintenant plus récentes. Donc là, il y a un effet très très fort sur la capacité à progresser sur la scénarisation. Et donc nous, là, on va sortir, dans le cadre du projet du campus, un appel d'offres pour chercher un producteur. Donc c'est pas vraiment un appel que je passe, mais voilà. Et ça peut concerner évidemment nos partenaires professionnels ici, pour produire une dizaine de vidéos qui seront des vidéos 360 interactives, c'est-à-dire enrichies par des hotspots, c'est-à-dire des éléments graphiques qui vont être répartis, 10 à 12 éléments graphiques, on reste sur des choses modestes,
qui vont permettre à l'apprenant non seulement de suivre une vidéo sur une journée typique, mais d'aller chercher des ressources activables ou pas selon son souhait pour aller un peu plus loin. Ces ressources peuvent être des images, une vidéo 2D, un schéma, un synoptique, etc., explicatif, qui vient enrichir et qui vient surtout personnaliser l'expérience par rapport au choix qu'on peut faire dans la vidéo. Voilà. Alors, on n'est pas encore dans la vidéo où je vais pouvoir être, je visite un métier, je peux participer finalement, non, c'est pas ça. On n'est pas dans l'objet 3D où on va quoi. interagir complètement avec un environnement et réaliser des mais tâches. je vais pouvoir choisir d'avoir recours à des infos supplémentaires. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Alors les gars, qu'est-ce que vous faites là? Régis, il attend. C'est vrai. Donc ça, c'est de votre retour d'expérience. Oui, c'était une demande des équipes enseignantes. Alors c'est plutôt des accompagnants. C'est pas vraiment des clients finaux, quoi. C'est pas vraiment les jeunes qui sont dans l'orientation qui disent il manque un truc, je voudrais plus d'infos. Les enseignants, par rapport au retour de leurs élèves, ont proposé d'essayer de tester un format enrichi. Voilà, pour davantage stimuler et personnaliser surtout l'expérience. De manière à ce que l'élève soit un peu plus acteur, entre guillemets, de la visualisation du film. Ok, c'est un retour que vous aviez eu, du coup on fait une petite pause, c'est un retour que vous aviez eu chez J'Explore ou chez Métier 360, alors Satya, c'est quelque chose sur lequel vous êtes déjà en train de bosser? C'est complètement effectivement une réflexion qu'on peut avoir déjà aujourd'hui, que ce soit pour le corps enseignant mais aussi pour les bénéficiaires. Ce qui permet de faire émerger deux questions, plutôt deux hypothèses. La première, c'est qu'on commence à tendre vers un format qui est bien plus ludopédagogique. En fait, on commence à introduire ça. Donc là encore, au niveau de la recherche sur la ludopédagogie, on voit toujours aussi que les résultats sont encore un petit peu compliqués à généraliser, à essayer d'extraire. Par contre, ce qu'on voit qui est vraiment prégnant, c'est à nouveau que la ludopédagogie reste un outil et l'utilisation avec des débriefings, avec la scénarisation pédagogique, c'est ça qui fait l'efficacité pédagogique. Donc finalement, on reste sur la même problématique à réfléchir. La seconde, c'est sur l'agentivité, justement, sur le fait de... Sur le quoi? L'agentivité, ça va être... L'agentivité, à la voilà. Ok. Oui, pas... Voilà. L'idée de rendre les bénéficiaires, les jeunes, plus acteurs dans leur expérience immersive. Alors oui, effectivement, c'est une hypothèse à tester. Par contre, elle n'est pas complètement sans problématique. La question de la charge cognitive, c'est-à-dire à quel point, justement, les élèves, dans l'appropriation de l'outil, de la manette, du fait de dire ok maintenant il va falloir que je me déplace ou il faut que je trouve quel est l'élément qui est interactif, ça va ajouter une charge cognitive, c'est-à-dire plus un coût mental à réfléchir à l'immersion et potentiellement, donc c'est une hypothèse qui pourrait venir au détriment justement de l'efficacité pédagogique. Donc on a encore des hypothèses à tester, on a encore vraiment beaucoup de chemin à faire et justement c'est sur quoi il faudrait tendre. Par contre voilà, il faut encore se poser la question comment rendre intuitif le parcours utilisateur pour les bénéficiaires finaux, donc les collégiens. C'est quoi votre avis, chez Vincent, chez Métier 360 ? Alors, on le fait. Déjà ? Ouais. Mais avec toute la prudence. Dans les retours d'élèves, alors ça dépend évidemment des contextes, il faut faire attention parce qu'ils ont parfois un univers très jeu vidéo. Et si on se dit que notre objectif est d'être au niveau du jeu vidéo dans l'expérience, ça va être dur quand même, parce qu'on présente des métiers, on parle d'orientation, ça c'est quand même moins fun. Donc il faut faire attention à ce que... Il faut entendre leur point de départ. Voilà. Mais pour autant, on va pas se transformer en chevalier qui battent contre les dragons. Donc nous en ce moment, on a 4 expériences qui essayent de répondre à ce que Régis a exprimé, c'est-à-dire comment... garder tout le bénéfice, la simplicité de la vidéo 360 dans son efficacité, dans sa dimension émotionnelle aussi. Quand on réalise, on va aller chercher des ambiances et ça, donc il ne faut pas casser ça parce que ça fonctionne et c'est déjà efficace. Mais comment aller un coup plus loin avec différentes modalités d'engagement de l'utilisateur. Il y a des hotspots, il y a des formations de quiz, etc. Et comment faire ça sans que l'expérience devienne complexe, qu'on passe 10 minutes à apprendre à se déplacer, par exemple. Ça, c'est le contraire de ce qu'on veut faire. Voilà, donc nous, on a 4 projets. Il y en a 2 qui sont en prod et puis 2 qui arrivent d'ici la fin de l'année. Il y en a un, on a fait une simulation d'entretien d'embauche. Donc je vais vous mettre dans la posture d'un recruteur, vous voyez des candidats et ensuite je vais vous demander de décrypter. Donc on va revenir sur l'expérience, donc ça c'est une sorte de hotspot vidéo, on va dire. On a une expérience alors qui est en test à grande échelle avec les CFA du bâtiment, où là l'objectif c'est plus de la découverte des métiers, hein, c'est vraiment
certains points de compétence du référentiel, du CAP, etc. On est dans la formation, là, du coup. Bah, on est dans le début, c'est-à-dire que voilà, je suis en début de, de formation, je vais peut-être changer de filière, et je me mets mais je suis déjà dans je suis pas en train de choisir le bâtiment, j'y suis déjà. Voilà. Et donc là, c'est une espèce de méthode de cas immersif. Je vous plonge dans une situation, je mets à disposition des ressources, et puis ensuite on va les engager. Puis on en a 2 autres qui arrivent, où on va un petit peu plus loin dans les dans la réalisation. Donc on commence à faire de la 3D, donc on passe de la vidéo, puis le même environnement mais refait en 3D. Donc cognitivement, ah oui, là je sais que je vais être interactif, mais en fait ça ressemble à la même chose, quoi. Ça c'est complexe, là, c'est vachement intéressant. Alors c'est pas si complexe que ça à faire, mais il faut bien le régler, on va dire, voilà. Et donc là on en fait 2, on en fait un avec la Ligue de l'enseignement, on fait de la formation des personnels de cantine. Comment vous gérez le bruit dans la cantine? Là, il y a plein de choses qui sont liées à la posture, qui sont liées à l'organisation de la salle. Et donc on essaie de trouver ces va-et-vient entre de la vidéo et puis de l'interaction. Puis on est en train de faire un autre truc qui s'en est peut-être un petit peu après, où on va carrément sur de la 3D et de la vidéo. Et là on est sur les véhicules électriques. Donc un garage, là où on intervient sur les véhicules électriques, plein de problèmes de sécurité. Les gamins qui ont envie d'ouvrir, ils vont s'électrocuter. Donc comment vous créez des petits scénarios qui vont faire que voilà, vous êtes dans le garage en vidéo. Puis ensuite, vous devenez acteur, on vous demande de mettre des équipements de sécurité. Qu'est-ce qui se passe si vous ne le faites pas? Donc c'est vraiment, moi je pense que ce qu'il y a dans le projet là, de Régis, c'est un champ super intéressant parce que, il part de ce qui fonctionne, qui est très low-tech, et voilà. Et en même temps, il cherche quelque chose qui nous vient justement de la formation, des éléments 3D, beaucoup plus interactifs. Il faut arriver à trouver voilà. Et tout le monde cherche ça, et les réglages sont pas encore évidents à trouver. Régis, ils sont sur la bonne voie là, par rapport au feedback que vous avez eu des utilisateurs. C'est plutôt ce sens-là où il faut aller? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on se parle, les uns et les autres. Et donc c'est aussi des acteurs qui nous accompagnent, nous, dans notre réflexion et dans le groupe de travail qu'on a conduit. Je voulais peut-être aussi vous préciser que ces parcours-là, ils vont être proposés dans le cadre à des publics de collégiens de la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi de toute la France, dans le cadre d'un pavillon dédié au numérique éducatif qu'on va ouvrir au Futuroscope à l'automne 2025, pardon. Là, c'est le travail. À l'automne 2025. Les travaux commencent en septembre, là, donc un an de travaux, ça, voilà, qui s'appelle déjà Campus Numéria, et qui sera installé dans le pavillon historique du Futuroscope, celui avec la boule et puis le prisme en verre dessous, là, le tout premier pavillon, l'Observatoire du Futur, qui était le pavillon qui s'appelait Futuroscope au départ, et qui proposera donc à des publics allant de la maternelle au Bac+2 des parcours de formation via le numérique éducatif sur différentes thématiques, dont la programmation robotique, la citoyenneté numérique, la formation professionnelle, j'en passe, mais il y aura surtout un parcours autour de la découverte des métiers. C'est le campus des métiers et des qualifications du numérique pour la formation professionnelle qui adresse ce parcours et qui est responsable, entre guillemets, de la mise en œuvre de ce parcours. Et donc on va utiliser ces vidéos 360 interactives là, dont j'ai parlé, dans le cadre en fait d'une séquence conduite par des médiateurs numériques qu'on va embaucher. On aura 6 médiateurs numériques dans ce pavillon, dont certains seront dédiés évidemment au parcours. Et on va accueillir donc sur des groupes d'élèves par groupe classe, donc une trentaine d'élèves, des collégiens en l'occurrence sur ce parcours-là, pour leur proposer une séquence de formation de 2 heures autour de 3 activités, en tournant par groupe d'une dizaine de personnes. Première activité, le professeur va donc avoir un panel, un catalogue de familles de métiers. On va proposer 5 familles de métiers. Les 3 premières seront protection de l'environnement, alimentation durable et production de l'énergie. Et puis on va petit à petit, comme ça, enrichir notre catalogue. Et donc l'atelier sera divisé en 3 activités en rotation. Un premier type d'activité qui sera une activité plutôt individuelle, donc de découverte de 5 à 6 métiers par l'intermédiaire de ces vidéos 360 interactives qu'on va faire produire. Donc 2 entreprises sur la même famille métier pour découvrir la diversité des métiers autour d'une famille. La deuxième activité, ça sera un jeu de piste sur tablette avec un outil qui s'appelle Guidigo, qui est développé en partenariat avec l'ONICEP, qui est un de nos partenaires sur le campus, et qui va au travers de la résolution d'énigmes. Alors là, on est plus dans le gaming, dans l'idée de effectivement passer des étapes, etc. Découvrir ce qu'est un secteur d'activité, la notion de secteur d'activité autour de métier. Et enfin, la troisième expérience, c'est un mode aventure. Donc on a développé un partenariat avec Microsoft,
avec le jeu Minecraft, que les collégiens connaissent bien, qui fait fureur. Et donc là, on aura une aventure des métiers du Futuroscope, puisque là, on se servira le fait d'être installé au sein du Futuroscope. Alors, au Futuroscope, il y a plus de 180 métiers. Et les élèves vont découvrir environ 25 métiers du Futuroscope au travers d'un mode aventure sur une trentaine de minutes, et là d'un jeu dans Minecraft, pour découvrir un peu, y compris l'envers du décor par rapport à certains métiers du Futuroscope. Cette séquence de 2 heures, elle sera précédée par une séquence en établissement, parce qu'on considère que c'est très important d'inscrire ça dans un continuum de formation avec l'enseignant qui amène sa classe, qui peut être d'ailleurs de toute discipline, puisque les compétences d'orientation sont dévolues à l'équipe pédagogique. Hein, donc, voilà. Et donc, on a formalisé une séquence qu'on propose à l'enseignant, à charge à lui de la mettre en œuvre ou pas, et puis de la personnaliser, avec une ressource pour avoir une approche sur se projeter à la fois sur la journée, les 3 activités, et sur, pour vous, au Futuroscope, quel métier on peut trouver. Alors, j'en profite pour faire un pont avec ce que vous avez dit tout à l'heure les uns et les autres. Il y a un enjeu, en fait, à ouvrir un peu les oreilles et les yeux de nos élèves, et en particulier de nos collégiens, sur la diversité des métiers qu'ils connaissent. Plusieurs études ont montré que la moyenne d'un collégien sorti de 3e connaissait... Quand, à quelle époque? Là, aujourd'hui. D'accord. Ouais. Combien, à votre avis, la moyenne d'un collégien connaît combien de métiers à peu près à la connaissance? Combien? 50. 50. J'entends 50. Alors c'est beaucoup moins que ça. 50, c'est le chiffre qu'on estime nécessaire pour qu'un collégien ait suffisamment d'éléments de diversité pour avoir un projet d'orientation construit, exactement, et choisir à la fois ses spécialités de bac et ensuite ses études supérieures. Donc ça, c'est un peu votre objectif? C'est effectivement l'objectif. Okay. Et donc la réalité, c'est quoi? On est plutôt sur une dizaine. Sur une dizaine. Une dizaine liée principalement à l'environnement social et familial du jeune. Alors évidemment, ça peut aller, ça peut tomber très bas ou monter beaucoup plus, c'est une moyenne. Donc l'objectif, c'est effectivement de montrer qu'au sein même d'une même organisation, le Futuroscope mais une autre, et en fait on a une très grande diversité de métiers qui peut correspondre à une très grande diversité d'appétences, de centres d'intérêt, et donc on fait le lien aussi entre ces centres d'intérêt, ces appétences et les métiers. On ne va pas jusqu'à choisir un métier, parce que c'est pas l'objet de choisir un métier quand on a 13 et 14 ans. Par contre, faire le lien entre les caractéristiques d'un métier, je travaille seul, en équipe, dehors, ça me permet de prendre des initiatives, je suis créatif, au contraire j'applique des procédures, etc. Enfin, voilà quelques exemples. Et mes goûts personnels, ça permet au moins de pouvoir faire des choix un peu éclairés avec des critères, et c'est ce qu'on souhaite travailler dans ces parcours. Donc, une séquence en amont, je le disais, réalisée au collège d'1 heure, avec un petit film qui va venir se projeter, et d'animer une séance de brainstorming sur dire qu'est-ce qu'il y a comme métier à votre avis au Futuroscope. Donc on imagine que la plupart des jeunes vont penser aux métiers visibles, et nous, bien sûr, on va les faire réfléchir aux métiers invisibles, aux métiers support, aux métiers soutien. Et puis, après, on leur propose une séance de transfert, c'est-à-dire au retour dans l'établissement, 15 jours, un mois après la séquence vécue au campus Numéria, en choisissant, et là aussi on leur propose un cadre pédagogique, ils choisissent une organisation proche d'eux. Alors ça peut être un supermarché, un hôpital, pourquoi pas le collège, même si je trouve que ça reste un peu scolaire, moi je préférerais qu'on soit sur autre chose, une entreprise qui est en partenariat avec l'établissement scolaire, et de faire aussi ce travail d'analyse de la diversité des métiers et un classement par rapport aux critères qu'on a évoqués, d'ailleurs critères qu'on peut personnaliser, parce qu'on s'adresse principalement aux élèves de 3e à 5e, et évidemment on n'a pas la même maturité quand on est en 5e et en 3e, donc on peut varier sur cette notion de critères. Voilà un peu le schéma qui va être proposé. On ambitionne sur l'intégralité des parcours, parce que vous allez me poser la question, d'accueillir environ 10 000 élèves par an, alors pas tous sur le parcours découverte des métiers, mais on est à peu près sur ce format-là. Et évidemment, on va tester ces parcours-là en classe dans une phase préparatoire là, qui va démarrer à partir de mars-avril, quand on aura les productions dans les établissements, notamment de la Vienne, en proximité du Futuroscope. Est-ce que ça veut dire que sur la région et dans l'académie, c'est le seul projet qu'il va y avoir, ou on va quand même continuer à utiliser les applicatifs dans les collèges, dans les on continue quand même. Bien sûr. Et donc on a quand même envie de les faire évoluer de façon à ce qu'ils soient un peu plus interactifs. Et alors, je dirais qu'il y a même une autre dimension, c'est que... Parlez bien dans le... On parle, là, je vous ai parlé de ce qui s'adressait à un public de scolaire. Le pavillon, étant au sein du Futuroscope, continuera à accueillir le public visiteur du Futuroscope. Hein, c'est plus de 2 millions de visiteurs par an. Et donc, on est souvent sur des familles qui viennent avec leurs enfants, des amis, etc. Et donc, on va mettre à disposition, et on travaille en partenariat avec J'Explore et Métiers 360, également un corner découverte des métiers, on va dire, au niveau de ce pavillon, qui permettra aux amis, aux familles, aux groupes de choisir cette fois-ci le métier et de découvrir par un mode immersif, alors je dirais plus classique,
avec la centaine de métiers, elle est à peu près disponible dans les collections, la vraie vie d'un métier. Donc le plus classique, c'est une vidéo 360, c'est ça, c'est 5-6 minutes. Voilà, tout à fait. Je peux me retourner donc, et voir ce que c'est que. On reste bien complémentaire par rapport aux solutions qui existent. D'accord. Vas-y, Sakia, vous avez bien sûr, avec plaisir. Merci. Je voulais juste également aborder, en fait, on arrive à extraire, en fait, dans les différentes propositions, différents types de typologies d'objectifs pédagogiques. C'est-à-dire que lorsqu'on fait de la VR, interactive ou pas, on arrive à se poser la question, est-ce que l'objectif pédagogique, c'est de la transmission de connaissances, c'est-à-dire transmettre des connaissances sur le métier en tant que tel, ses tâches, son salaire, le parcours, transmettre plutôt des compétences à s'orienter, c'est-à-dire à ce moment-là faire comprendre à l'élève à ce moment-là l'écosystème, on en parlait, qu'est-ce que l'ONICEP, qu'est-ce qu'une fiche métier, etc. Donc là on voit plutôt la plus-value des débriefings, de l'atelier en tant que tel. Et ce que vous avez pu aborder tout à l'heure, c'est l'AVR au service de l'apprentissage de compétences métiers ou transversales. Par exemple, l'idée la possibilité de faire des entretiens ou de se poser la question de la posture, on est déjà en fait sur un autre type d'objectif pédagogique. Et voilà, on pose encore la question de la plus-value. Est-ce que c'est la VR immersive vidéo qui a marché plutôt pour de la découverte, de la transmission de connaissances? Quand on passe sur de la compétence à s'orienter ou de la compétence métier, est-ce que c'est de l'interactivité? Voilà, ça pose aussi... Ce qui rejoint ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur la première table ronde, finalement, il faut bien qualifier le besoin et en fonction du besoin qui sera identifié, de l'objectif qu'on se fixera par rapport à ça, on va trouver une techno immersive qui correspondra à ce besoin-là. C'est pas la seule solution. La modalité technologique, mais aussi la modalité d'accompagnement. Voilà. Alors vous allez peut-être pouvoir nous répondre tous, mais je pense surtout à l'académie. Les gens qui vont déployer ces solutions-là ne sont pas forcément de cette nouvelle génération. Donc on a entendu le côté sexy finalement du casque et de la gamification, parce qu'on va aller chercher une population qui est plutôt jeune, qui dit ok, ils vont peut-être s'identifier à Minecraft, on va sur leur terrain, parce qu'on dit pour les intéresser, il faut aller là. Okay, si on leur sort une encyclopédie en 23 volumes des métiers... je pense que ça ne sera pas super. Les gens qui déploient, dans les effectifs qui déploient, donc les gens que vous formez et qui accompagnent, ils réagissent comment à ça, eux? Parce que présenter les métiers, si j'ai 20 ans de boîte de centre de documentation et d'information et que j'ai toujours présenté les métiers à travers mes fiches ROM, à travers mes classeurs, à travers peut-être des VHS. Je regarde la population, parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent plus VHS. Voire des V2000. Voire des V2000, tu vois, ou des Super 8, des trucs comme ça. Voilà, et finalement, il y a aussi une adaptation, et il y a peut-être aussi un frein, c'est peut-être un frein aussi identifié, ou une limite aujourd'hui, je ne sais pas. Alors, c'est effectivement, en tout cas, quelque chose à prendre en compte si on veut massifier le déploiement. Et évidemment, le campus a un projet. Le troisième axe du projet, c'est l'accompagnement des usages et la formation des acteurs. Donc cette année, dans notre première année d'exercice, vraiment sur le terrain, on a formé 80 enseignants à l'acculturation pédagogie immersive, dont les vidéos 360. Alors, vous savez que le public des enseignants, il est très multiple. Hein. Vous avez les enseignants geeks qui se lancent dans des nouvelles technos sans appréhension et qui vont pouvoir gérer parce qu'ils ont le plan B, ils ont la connaissance technique, etc. Les aléas, parce qu'en fait, c'est la gestion de l'aléa qui peut être facteur de stress. C'est le réseau Wi-Fi qui ne fonctionne pas au bon moment. Et puis beaucoup d'enseignants pensent aussi qu'on va mettre 30 élèves sous casque en même temps. Enfin, moi, je pense que ce n'est pas gérable. Voilà, c'est pas gérable tout simplement. Vous disiez tout à l'heure, il y en a qui vomissent. Vous avez dit tout à l'heure, il y en a qui vomissent quand on était en préambule avant cette truc, parce que ça, c'est quelque chose qu'on avait abordé aussi. Alors, par rapport à l'effet que ça peut avoir sur le cerveau, parce que le cerveau n'est pas non plus. Oui, tout à fait. Alors du coup, c'est autre chose, mais c'est quelque chose qui est à prendre en compte aussi. On s'est aperçu qu'effectivement, sur une classe, sur une trentaine d'élèves, il n'est pas rare de voir 1, 2, parfois 3 élèves qui soit ne veulent pas mettre la tête dans le casque pour des raisons qui leur sont propres, on va dire, mais parfois des raisons étonnantes. Voilà, parfois des raisons de culture, mais parfois même par des raisons vraiment étonnantes, de coiffure, enfin de choses, voilà. Moi, pour avoir reçu pas mal de collégiens, parfois on a des choses étonnantes. Et puis d'autres pour des raisons physiologiques, c'est-à-dire par rapport à l'oreille interne, etc., qui ne supportent pas au bout de quelques secondes, et qui a une sensation de malaise, le cybersickness, etc. Alors ça se voit plus en 3D, notamment quand la 3D est plus ou moins bien adaptée en termes de définition, etc., ou de mouvement. C'est un peu moins prégnant sur les vidéos 360, quoique, ça dépend aussi de la définition du mode monoscopique, stéréoscopique, enfin bref.
Et donc, ça veut dire que pour l'enseignant, il faut prévoir des plans B, à la fois pour ces élèves qui ne peuvent pas ou ne veulent pas supporter la 3D, et il faut prévoir aussi une autre modalité pédagogique d'usage. C'est-à-dire que si on ne met pas les élèves tous sur une même activité avec 30 cases sur la tête, parce que de toute façon, c'est pas gérable, même avec une interface de retour, une mosaïque, enfin, on ne peut pas imaginer qu'on gère ça. C'est-à-dire qu'on travaille par îlot, avec des activités différentes, et que pendant que, allez, 5-6 élèves maximum travaillent avec des ressources en VR ou en vidéo 360, d'autres travaillent sur d'autres types de ressources, et puis donc on est plutôt en activité d'îlot tournant. Voilà. Donc pour répondre à votre question, oui, la formation elle est indispensable pour accompagner les enseignants dans la gestion des aléas techniques, dans la prise en main des casques, dans la construction des séquences, et puis dédramatiser. Et je dirais même qu'au-delà de l'aspect formation, il y a un accompagnement de proximité. On voit bien que ça favorise beaucoup les usages. Par contre, ça mobilise de l'ARH et du temps humain, ce qui n'est pas simple à dégager. Mais les expériences ont montré que c'était ça le plus efficace, c'est-à-dire d'avoir dans la première séance un médiateur, un ingénieur pédagogique, quelqu'un qui est là pour accompagner l'enseignant et ne serait-ce que le rassurer. Et puis je dirais que c'est les deux premières séances qui sont les plus critiques. Après, voilà, ça. Vous avez dit 10 métiers connus, là. Est-ce qu'aujourd'hui, alors... Dont prof. Ah oui, c'est 10 dons profs. Bah, ça dépend de ce que font les parents, hein, souvent. Ouais, 10 dons profs plus les 2 des parents. Alors après, les représentations ne sont pas toujours les bonnes non plus. Hein. Parler de construire ou déconstruire les représentations. Ouais. Tout à fait. Oui. Est-ce qu'on a du recul? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on sait il y a 10 ans, 15 ans, combien de métiers étaient connus par un enfant jeune? On l'a pas. Non, est-ce qu'on est capable de mesurer finalement c'est la mise à disposition de ces outils-là, ces banques, et avec ces technologies immersives? Est-ce qu'elles ont permis finalement d'ouvrir un peu le champ c'est vous, Vincent, qui disiez ça quand on discutait avant ce moment-là, dire en nous, ce qu'on veut, c'est leur ouvrir les chakras, quoi. Donc, finalement, leur donner la possibilité de découvrir autre chose que prof et le métier des parents, quoi. Oui, et puis d'attirer l'attention, on va dire, en toute objectivité malgré tout, mais sur des métiers en tension, on en a parlé, sur des nouveaux métiers, des métiers liés à la transition énergétique. Nous, ça va être un de nos éléments forts là, dans le pavillon, parce que c'est un enjeu sociétal fort sur lequel parce qu'on ne peut pas non plus aller dans tous les champs. Donc il y a aussi finalement un point de vue à choisir. Nous, on a choisi un point de vue qui est celui de la transition énergétique. Ok, oui, c'est ce que vous disiez sur l'alimentation durable. Mais par exemple, Satya ou vous, Vincent, comment vous choisissez les métiers que vous avez développés, que vous allez mettre dans votre catalogue ou dans votre banque? Parce que j'entendais tout à l'heure, mais dis-moi, je suis dans l'industrie, dans la mécanique, et c'est bon, il n'y a pas que du numérique, il y a aussi des tours, à un moment donné, il faut régler, il faut aller faire de la pièce de précision. Est-ce que c'est des métiers qui sont aujourd'hui... On sait que c'est des métiers qui sont en tension, on parle de tout ce qui est aussi l'artisanat, parce qu'il y a eu une carence finalement pendant quelques années, qui fait qu'on n'a pas ces métiers-là ou dévalorisés ou mis de côté ou pas présentés. Est-ce que c'est quelque chose qu'on essaie de combler? Est-ce qu'on est à l'écoute finalement du besoin de l'entreprise aussi en se disant il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on reparle de ces métiers-là parce qu'on aura toujours besoin de faire des pièces mécaniques et pas forcément en numérique? Alors, on a encore des trous dans la raquette, hein, ça c'est certain. On n'a pas. J'imagine. Mais il y a un vrai sujet de comment on fait pour constituer et maintenir un catalogue dont la richesse et la diversité fait que dans un collège où il y a tous les devenirs possibles, on soit capable d'accompagner ça. Donc c'est un vrai sujet qui est complexe. Nous, notre approche, c'est de ne pas produire ces ressources, mais de les coproduire. Donc on ne fait jamais seul. On fait toujours avec, alors, soit des filières professionnelles, des fédérations, des branches, des OPCO, soit les régions, dont la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc avec soit une légitimité de filière, soit une légitimité territoriale. Ce qui fait que quand on se lance dans la production d'un film, d'abord on va y avoir une discussion sur quel secteur on choisit d'aborder, quel angle on va prendre, quelles sont les problématiques, et puis ensuite il y a la façon de montrer le métier lui-même. Et nous on va amener la capacité à produire, l'ingénierie, le format, etc. Mais on va essayer de rendre, on va dire, explicite les biais de représentation qu'on aura forcément. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'une part donc, de construire un catalogue, et d'autre part de faire en sorte que les biais de représentation qu'on aura d'un monde professionnel soient pédagogiquement exploitables. Donc l'exemple que je donne souvent, on a travaillé avec la Fédération nationale des travaux publics sur les métiers de travaux publics, on a travaillé avec la région Pays de la Loire sur les métiers de la petite enfance. Ce qui nous a intéressé dans ces deux cas-là, c'est de prendre le contre-pied des représentations genrées. Donc on a choisi un chantier de travaux publics où c'est une jeune femme qui est chef de chantier.
On a trouvé, c'était pas facile, mais on a trouvé une crèche où c'est un jeune homme qui est auxiliaire de puériculture, donc l'inverse des clichés qu'on peut avoir sur ces métiers. Et vous voyez bien que pédagogiquement, si vous êtes avec votre groupe d'élèves, et que vous les projetez dans ces expériences-là en ayant un petit peu préparé les choses, donc là, la préparation que Régis évoquait, évidemment, capitale à l'intensité de l'expérience, mais vous leur dites, on va visiter un chantier, une crèche, à ton avis, qui on va voir, et donne-leur des prénoms. À tous les coups, vous avez un prénom de garçon, voilà. Vous leur faites vivre l'expérience inverse. Et bien là, vous avez quelque chose qui est pédagogiquement intéressant, donc il va falloir tirer ce fil-là. Donc, ne jamais produire seul, et puis produire avec une intention pédagogique, ou une série d'intentions pédagogiques exploitables. Parce que vous parlez de la Fédération française du bâtiment, par exemple, mais c'est ça la question derrière, c'était de dire, ok, nous, Académie, on veut que nos jeunes puissent disposer d'outils, de moyens pour découvrir des métiers, mais comment on est sûr qu'ils vont découvrir les bons métiers? C'est de dire, est-ce que les filières, est-ce que les syndicats professionnels sont là aussi demandeurs pour dire, on est en carence dans la mécanique, on est en carence dans le BTP, on a besoin de soutien, je ne sais pas, dans l'industrie de l'injection plastique, par exemple, ou peut-être les nouvelles technos, effectivement, enfin ça, c'est comment ce choix se faisait, c'est ça la question en fait, de dire, est-ce qu'il y a une relation presque plus que tripartite entre l'éducation, vous, les métiers aussi qui peuvent être demandeurs, parce que quand on arrive au constat de se dire aujourd'hui on est sur des métiers qui sont en tension, il va falloir du temps, quoi. Ouais, il faut du temps, il faut des moyens, parce que mine de rien, nous on sort 2 nouvelles expériences tous les mois, donc ça fait 6-7 nouveaux métiers tous les mois, donc ça fait un peu beaucoup. Ouais. Mais c'est relativement autorégulé. Parce que 2 nouvelles expériences, ça fait 6-7 métiers? Oui, parce que pour nous, une expérience, c'est jamais un métier, c'est toujours 3-4 métiers. Et quand vous dites 250, c'est 250 expériences ou 250 métiers? Métiers. D'accord. En expérience, ça doit être à peu près la moitié. Mais c'est assez autorégulé, c'est-à-dire que les structures qui accompagnent, elles n'accompagnent pas vers des impasses. Donc voilà, que ce soit une mission locale, que ce soit un collège, un lycée, il va plutôt être demandeur des métiers sur lesquels il y a des possibilités d'emploi. C'est la même chose sur les entreprises ou les fédérations, elles vont, et la région c'est pareil, elle va plutôt financer les expériences qui correspondent à ces métiers-là. Donc on va dire que pour ce qui nous concerne, on a sans doute une bonne couverture de la plupart des secteurs en tension, et puis progressivement, on rajoute des partenariats, et puis voilà, au fur et à mesure, ça fait catalogue. Merci. Régis, vous nous avez parlé du projet donc, 2025, automne 2025. Ça, c'est votre gros projet sur l'Académie. Il y a autre chose? À part déployer finalement en rendant un peu plus interactif ce gros projet-là, vous avez d'autres projets par rapport à ces techno-immersifs qui sont dans le campus, même si c'est déjà de gros mastodontes, mais... Oui, alors pas sur la découverte des métiers, mais plutôt sur le volet formation professionnelle. D'accord, sur phase 2, ouais. Voilà, sur le premier objectif. On va sortir donc ce qu'on a appelé des EIA, des environnements immersifs d'apprentissage, au total sur la durée de vie du projet sur 9 thématiques. Les 2 premières thématiques devraient sortir début 2025, maintenance industrielle. Donc là, on a numérisé une chaîne de fabrication et de conditionnement de produits avec une entreprise qui s'appelle l'Arbre Vert, qui est située à Saint-Benoît. Qui était avec nous l'année dernière. Tout à fait. Ouais. Sur 5 ou 6 scénarios pédagogiques sur la maintenance industrielle, électrotechnique. Mais là, on est vraiment sur des gestes de formation avec des scénarios qui ont été développés par des équipes pédagogiques. Et le deuxième EIA porte sur le maintien de l'autonomie des personnes âgées à domicile. Donc vous voyez qu'on est sur une filière de formation professionnelle tout à fait différente, pour servir donc le bac pro assistance soins service à la personne sur la région académique. Donc, bac pro à SSP et sortira dans les 6 mois après, dans le 2e semestre 2025. Voilà. Donc là, on est plutôt sur de la réalité virtuelle en 3D, avec formation à des savoirs procéduraux principalement, pas vraiment à des gestes professionnels. On en parlait ce matin, alors je ne sais plus si c'est dans la visite des stands ou dans les tables rondes, mais il y a quand même un certain nombre de limitations, notamment de rapport au réel sur la capacité de transfert de la formation en gestes professionnels en réalité virtuelle en 3D. Voilà. Donc nous, on a axé plutôt sur les savoirs procéduraux, c'est-à-dire apprendre des démarches, des automatismes finalement. Merci beaucoup, Régis. Satya, les projets de J'Explore, c'est quoi? Vous avez parlé des 3e SECPA en intégrant l'environnement, finalement, c'est ça aujourd'hui votre axe de développement et ce vers quoi vous vous tournez un peu plus? Je pense que plutôt que de se poser la question du contenu, c'est plutôt la démarche. La démarche, elle est vraiment de démarche de recherche-conception, comme je le disais tout à l'heure. Oui, effectivement, il y a cette mission sociale, comme j'ai parlé tout à l'heure de QPV, etc. Mais voilà, il y a plutôt cette question de comment essayer d'établir une plus-value ou pas, comment essayer de planifier
une amélioration continue et en co-construction avec les différents acteurs. C'est les bénéficiaires finaux, ce sont les enseignants et les différents professionnels. Et voilà, cette co-construction se fait avec justement une démarche un peu itérative, avec, j'en ai parlé tout à l'heure, un groupe témoin. Et je vais faire un petit aller-retour sur la question du catalogue, et justement sur cette démarche itérative. Je vais pas répéter, parce que justement, en fait, c'est la même démarche. Par contre, l'exemple en lien avec les objectifs pédagogiques de découverte métier, c'est on arrive devant un bénéficiaire, un jeune, qui nous dit bon bah voilà, je trouve pas le métier dans votre catalogue. Bon, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, en fait, on se pose la question tout simplement, quel est le métier? Oui, il faut trouver un équilibre entre métiers en tension, métiers qui sont demandés par les jeunes, métiers qui sont faisables à produire. Maintenant, si on creuse, je vais prendre un exemple tout simplement. Le jeune devant soi veut être vétérinaire. On ne le trouve pas, imaginons. Eh bien, en fait, c'est plutôt simple. On se pose la question, en fait, c'est vétérinaire, ou est-ce que c'est les compétences, ou est-ce que c'est le côté animalerie? Et à ce moment-là, justement, en fait, on parle de déconstruction, on parle de représentation, d'ouverture. Il n'y a pas que vétérinaire, et souvent, c'est pas un médecin qui va le faire, c'est le contact avec les animaux. Et c'est parfaitement cohérent aussi avec les objectifs pédagogiques du parcours à venir, qui est découvrir des métiers, certes, mais également identifier ses propres valeurs, ses compétences. On revient sur les compétences à s'orienter. Et là, voilà, c'est mettre une petite étincelle à notre modeste intervention, mais dire, voilà, il n'y a pas que vétérinaire, en fait. Il peut y avoir plein d'autres choses. On met une petite graine, et c'est justement leur fournir des billes sur un métier qui est en lien avec les animaux, et leur dire, voilà, d'autres choses existent. On peut aller chercher par soi-même dans les ressources, par exemple le réseau information jeunesse, ça peut être sur les sites de l'INSEP, etc. Et à nouveau, pour faire un autre petit aller-retour, la question de l'évolution du nombre de métiers que l'on connaît depuis une quinzaine, vingtaine d'années. Peu de chiffres. Par contre, ce qui est assez surprenant, c'est qu'il y a une vingtaine, trentaine d'années, c'est pas la question de quel métier était connu, c'est plutôt d'où venaient ces métiers. Et c'était toujours les métiers proximaux de la famille ou géographiquement proches. Et pourtant, Internet, les CIJ, etc., l'écosystème est encore plus foisonnant. Donc, quelle est la question en fait? C'est est-ce que vraiment ils ont un manque d'informations ou ils ne sont pas au courant de tout l'écosystème? Et là, on revient à nouveau sur les compétences à s'orienter et les amener en fait vers ce type de réflexion et d'autonomisation pour rechercher. Et l'outil ne vient qu'un outil. Il faut de l'accompagnement, c'est ce que vous dites à chaque fois pour approfondir la démarche. Vincent Olivier, et je vous laisse après répondre à votre téléphone. Métier 360, c'est quoi vous? Alors, vous avez dit on va gérer le bruit dans les cantines, par exemple. Donc c'est d'aller un peu plus vers la formation en continuant de développer, d'aller dans les métiers, dans les activités, comme vous disiez. L'avenir de Métier 360, c'est quoi plutôt? Il est radieux, j'espère. On le souhaite. Mais oui, il y a plusieurs dimensions. Il y a ce qu'on a évoqué avec Régis, c'est faire évoluer l'expérience de façon à trouver d'autres formes d'engagement, voilà, sans pour autant perdre les réglages qui sont difficiles, mais qu'on a trouvés. Et après, je crois que nous, notre focus principal, il est quand même sur l'accompagnement de la transition écologique des emplois. Je pense que si on se projette à 6-7 ans, c'est sans doute l'un des déterminants les plus importants. Donc comment faire en sorte que, alors si on prend l'univers scolaire, voilà, un jeune garçon qui adore la mécanique, qui veut travailler dans l'automobile, se dise ah ben non, en fait, c'est dans la maintenance des éoliennes que je vais trouver quelque chose qui me correspond, qui correspond à des emplois sur lesquels il y a des formations. Voilà, donc on a un gros focus sur l'appréhension de cette transition dans notre solution en termes de formation, de métiers représentés, de type de scénario pédagogique qui permettent de faire le lien entre voilà, quand on manifeste le vendredi et puis la veille sur Parcoursup, qu'est-ce qu'on choisit quoi. Merci à tous les trois. Je me tourne vers la salle. Avant que vous applaudissiez, ouais, est-ce que ce que vous avez entendu vous donne envie de quoi applaudir deux fois? Ah oui. Régis, alors applaudissons Régis et ses enfants. Merci beaucoup. Ça va mieux, c'est bon. C'est bien, ça fait plaisir. C'est pas si courant. Est-ce que ce que vous venez d'entendre vous a donné envie de poser quelques questions, d'aller un peu plus loin? Est-ce que ça vous a rassuré finalement dans les métiers qui sont en tension, vous qui êtes industriel ou chef d'entreprise? Ou au contraire, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose avec nous? Allez, monsieur le président de Recatech. Mais c'est peut-être l'entreprise qui parle, les non? deux, mon capitaine. Okay. La première question, elle est plutôt avec ma casquette de Recatech. L'initiative à Poitiers,
elle paraît énormément séduisante. Vous avez prévu une logique de mobilité de ce campus pour si la Gardère ne vient pas, tu viendras à la Gardère, en gros, parce que je me dis les collégiens et lycéens de la Charente ou des Deux-Sèvres, est-ce que ça veut dire qu'ils vont prendre le bus pour aller au Futuroscope, ou alors est-ce que vous allez vous déplacer et en termes de conception de l'outil, d'avoir cette logique de mobilité? Parce que c'est vrai qu'en région, on parle de Bordeaux, Poitiers, et on a le reste, qui fait quand même la richesse de la Nouvelle-Aquitaine. Bon, Régis. Alors les deux, mon capitaine. Merci. Alors les deux, pourquoi? Parce que vous avez bien compris que le Futuroscope constitue un lieu d'incarnation, un peu un lieu vitrine pour les actions du campus. Donc on a pour ambition d'accueillir déjà une partie du public scolaire qui vient habituellement. Il y a 150 000 jeunes de groupes scolaires qui viennent chaque année au Futuroscope. Donc on ne pourra pas tous les accueillir au campus Numéria, mais une partie de ce public sera accueillie, dont majoritairement des jeunes évidemment de la Nouvelle-Aquitaine de par leur proximité géographique, mais on a des jeunes qui statistiquement viennent de toute la France, y compris de Corse d'ailleurs. Donc voilà, donc ça peut, sous réserve qu'ils puissent se déplacer, effectivement potentiellement toucher tous les jeunes. Pour ce faire, on pourra accompagner certains établissements scolaires, c'est-à-dire qu'on a un budget modeste, mais un budget pour participer aux frais de transport des jeunes et prendre en partie en charge. Alors on est limité à 20% des transports, mais c'est toujours un appui, notamment auprès des collèges, parce qu'on sait que c'est les collèges qui ont la plus grosse difficulté à financer leur transport. Et puis sur le deuxième volet de se déplacer, on a une structure dans la suite, dans la phase 2 du projet du CMQ, qu'on a appelé l'Immersive Truck, et qui prendra la forme d'un camion aménagé et dont l'objectif sera d'emporter des solutions de campus au plus près des territoires ruraux, notamment sur la région Nouvelle-Aquitaine. Ça va pour la réponse Et du coup, la question entreprise, deuxième question. Alors, la question, c'est qu'on a un panel, j'imagine, effectivement, vous évoquiez le nombre de métiers. On a quand même un sujet prégnant qui est comment on valorise les métiers de l'industrie. Et au-delà d'éléments finalement très génériques, en disant là, il y a une approche en disant finalement on va présenter un panel de métiers divers et variés tel que vous l'évoquez. Est-ce qu'il est prévu, par exemple dans le cadre du pavillon, d'avoir aussi peut-être des thématiques par grand secteur, l'industrie, l'artisanat, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un enjeu, à un moment donné, d'avoir un prisme très spécifique en disant comment aujourd'hui, moi j'entends parler à l'UMM ou d'autres instances, que ce soit public ou privé, un enjeu d'attractivité de l'industrie. Alors, ça fait aussi référence à des enjeux politiques, au sens de la réindustrialisation telle qu'on a pu l'entendre, qui sont une réalité. Hein. Et du coup, comment on peut aussi avoir un focus sur tel ou tel segment finalement d'activité? Alors, je vais répondre sur plusieurs volets. Dans nos 5 familles thématiques métiers là, qui vont être proposées en lien avec les ateliers que je vous ai présentés, il y a sur les 5, il y en a une qui s'appelle Industrie 4.0, une autre qui s'appelle Production de l'énergie et une troisième qui s'appelle Métier du numérique. Alors même si c'est plus ou moins l'industrie, on tourne quand même autour d'un focus 3 sur 5 voilà, sur ces métiers-là. Par ailleurs, au niveau haut du bâtiment, parce que je n'ai pas décrit l'ensemble du projet, mais il y a d'autres volets dans le projet du campus et notamment du volet découverte des métiers du campus Numéria adressé par le CMQ que je pilote. On aura à disposition aussi du grand public, en plus de l'offre avec 6 casques VR, donc qui présentera une offre de panel métier assez large, la plateforme Fort Industrie, qui est la plateforme de l'UMM, qui est là pour valoriser les métiers d'industrie, notamment au travers de 2 mondes virtuels, le monde Nouvelle-Aquitaine, donc pour valoriser les entreprises de Nouvelle-Aquitaine. Bon, c'est déjà des plateformes qui sont utilisées dans les collèges et que vous connaissez sans doute bien. Et le Futuroscope conçoit avec l'UMM un monde métier du Futuroscope, là aussi, voilà. Donc on aura vraiment quand même un focus particulier de par cette plateforme Fort Industrie qui sera exploitée sous la forme de tables tactiles mise à disposition des visiteurs lambda du Futuroscope sur le niveau haut, dans le corner découverte des métiers. Par ailleurs, on envisage des partenariats avec des professionnels et on souhaiterait que ce soit des industriels liés à la transition énergétique, si possible des gros industriels qui ont des capacités d'investissement évidemment majeures, pour à la fois, je dirais, partager leurs valeurs et leur politique RSE et communiquer avec le grand public dans ce cadre-là, et aider au financement d'une grande expédition immersive dont je n'ai pas parlé, mais qui permettra de proposer une forme d'attraction. Finalement, là on est sur le volet plutôt
je dirais, habituel du Futuroscope. Sur ce niveau haut, on a une surface d'environ 350 mètres carrés qu'on est en train de designer avec un cabinet de scénarisation qui s'appelle La Prod est dans le pré, et qui sera une expérience sous forme d'une attraction pour sensibiliser le grand public aux enjeux de la transition énergétique. Voilà. Séduisant. Il faut un partenaire. Si je peux me permettre juste en complément, derrière votre question, il y a quand même, je crois, le sentiment partagé que c'est un univers qui est devenu hyper compétitif, la présentation des métiers. Et plus le chômage baisse, plus c'est compétitif. Et la loi de 2018 sur la réforme de l'apprentissage a aussi introduit quand même un changement de paradigme assez fort. C'est-à-dire qu'avant, c'était les salons de l'orientation, etc. Voilà. Et puis là maintenant, la compétition se fait beaucoup plus tôt, elle se fait dans les collèges, etc. Donc moi je pense que la première chose, c'est prendre acte de fait que voilà, l'information sur l'attractivité des filières professionnelles est devenue beaucoup plus... Voilà. Et donc la deuxième remarque, c'est que si vous vous mettez du point de vue des structures que nous on équipe, alors donc il faut voir l'identité des personnes. C'est des profs, c'est des conseillers d'insertion, c'est des formateurs. Ils sont pas là pour faire le recrutement à votre place. Mais par contre, vous pouvez très bien leur apporter des ressources qui vont savoir utiliser dans leur objectif premier, qui est faire en sorte que la personne trouve ce qui lui va à elle. Et donc c'est pour ça que il faut... Enfin, je pense qu'il y a vraiment une question de niveau d'investissement, c'est compétitif, donc il faut y aller. Voilà. Et puis ensuite, il y a une façon de packager votre discours et votre offre de façon à ce que quelqu'un qui a d'autres objectifs que les vôtres, mais qui sont compatibles, puisse s'en saisir et dire « Ah, mais toi, voilà, tu aimes tel environnement de travail, tu as telle capacité professionnelle, peut-être l'industrie te correspond, bien que tu n'y avais pas pensé. » Merci. Ah, oh là, 2 questions. Allez-y, madame, s'il vous plaît. Bonjour, alors on travaille tous ici à la région pour accompagner les entreprises et vous évoquiez le fait que vous travaillez avec la région pour choisir et mettre en lumière les sites en tension. Je me demandais avec qui vous travaillez dans les régions. Est-ce que c'est avec les pôles de développement économique ou les pôles de formation emploi parce que nous ici, on accompagne encore une fois les entreprises. Alors moi, je suis sur le volet justement transition énergétique et climatique. Et quand on évoque la transition énergétique, en fait, elle infuse tous les secteurs de l'économie. C'est à la fois produire autrement dans l'agriculture, c'est construire autrement dans le bâtiment, les travaux publics, dans l'industrie aussi. Moi, je travaille par exemple pour accompagner tout ce qui a trait à la géothermie, aux éoliennes, aux véhicules électriques, donc la fabrication des batteries, etc. Ils sont tous en tension. Tous l'industrie sont très en tension. Et récemment, Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine a fait pour le site de Pessac de Bordeaux une exposition sur les métiers de la transition énergétique et climatique. Et en fait, ce sont les métiers classiques de l'économie. Aujourd'hui, on exerce différemment. Par exemple, un couvreur dans le bâtiment va poser des panneaux photovoltaïques. On ne faisait pas il y a 30 ans, par exemple. Donc moi, je voudrais savoir comment et avec qui dans les régions vous travaillez sur ces volets-là. Parce qu'effectivement, nous, que ce soit la direction de l'énergie et du climat, la direction de l'environnement, la direction de la performance industrielle, mon pôle à moi, le pôle formation emploi, on a tous des visions au regard des travaux qu'on mène avec les industriels au sens large. Alors, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je pense que la bonne vision de ce qu'on fait, c'est que c'est un truc d'écosystème où chacun apporte une brique et où, alors à la fois l'entreprise, la collectivité, l'institution scolaire et puis les acteurs un peu plus agiles comme nous, il faut qu'on trouve notre place et que on arrive à atteindre un poids, une certaine taille pour que effectivement ça a un impact et que les flux vers les filières de formation changent, que les formations... Donc, pour la région, nous, on travaille avec Cap Métiers, on travaille avec la direction de l'orientation, là, M. Grosjean. Et moi, je pense que la posture de la région, alors, elle finance une partie du dispositif, parce que, notamment sur sa compétence métier, elle peut financer l'équipement. Mais elle a aussi la capacité à être, incitatrice ou prescriptrice auprès des entreprises, qui elles peuvent financer une partie de la production. Et puis la partie,
de l'institution scolaire, c'est tout cet accompagnement, parce que voilà, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et il faut que ça rentre dans voilà, le parcours à venir, ça rentre dans la plateforme. Voilà. Donc enfin, voilà, moi mon sentiment c'est que pour la région, elle peut financer en partie, parce qu'elle finance déjà l'équipement voilà, des établissements scolaires, et puis elle peut faciliter la mise en relation avec les entreprises qui ensuite, via les OPCO ou en direct, sont sur des financements qui sont minimaux, mais si on arrive à mettre tout ça en synergie, là pour le coup ça commence à fonctionner. Je ne travaille pas du tout avec les services de développement économique, parce que vous citez c'est la direction de l'orientation. Oui, voilà, on est rentré par l'orientation. Métier, mais qui n'a pas la connaissance des besoins des entreprises en tant que telles, que nous, en tout cas, on peut avoir en relation avec ces entreprises. Voilà. Plutôt sur les formations, peut-être. Okay. On peut dire que le côté entreprise est peut-être un peu oublié, entre guillemets. En tout cas, pas contacté aujourd'hui. Voilà, on va dire ça. C'est un axe de développement, on va dire ça comme ça. Il y avait une question derrière vous, madame, je crois, parce qu'après je vois l'heure qui tourne. Alors, comme... Oui, une question, mais qui est complémentaire à celle de madame. On est tout à l'heure l'exemple du pouvoir. J'ai eu l'occasion d'utiliser sur des salons déjà l'outil de casque métier 360, qui est extrêmement intéressant. J'ai vu l'impact auprès des jeunes candidats, à la fois pour déconstruire ou construire une représentation d'équipe. L'outil, je le trouve très intéressant. Par contre, se pose la question de la maintenance de l'offre. Je veux dire, derrière la notion de maintenance, les métiers évoluent. Madame, vous citiez, je travaille dans un CFA bâtiment, donc vous citiez l'exemple du pouvoir qui aujourd'hui peut poser du panneau photovoltaïque, ou aussi la représentation d'un chauffagiste qui, sur une vidéo métier, pose une chaudière à fioul qui ne va pas tout à fait être le cas des futurs métiers du plombier chauffagiste demain. C'est-à-dire comment vous entretenez, vous mettez à jour cette base de données qui est déjà consistante des vidéos pour que, en permanence, la représentation du métier corresponde à une réalité. Ça, c'est un problème classique de l'édition. Hein. C'est-à-dire que, enfin, moi, je viens du monde de l'édition scolaire, donc je sais qu'une photo de pomme, au bout de 4 ans, je ne sais pas pourquoi, mais elle ne marche plus. Donc oui, il y a un vrai sujet de mise à jour. Alors ça pose des problèmes techniques, comment on pousse à plein de casques. Voilà, je pense qu'on a trouvé plein de solutions, mais c'est un vrai sujet. Et ce qui est certain, c'est que personne n'a la solution. C'est-à-dire que la solution, elle est forcément dans la coopération des différents acteurs. Et c'est cet écosystème-là qu'il faut arriver à faire vivre. Et chacun a sa place. Moi, je pense que le financement doit venir des structures qui ont de l'argent. Voilà, donc c'est le monde privé et c'est les collectivités. Je pense qu'il n'est pas qu'il faille attendre trop de l'éducation nationale. Voilà, c'est parce que c'est des circuits de financement qui sont plus complexes en tous les cas. Non, il y en a, mais ils sont plus complexes à activer. Voilà. Mais par contre... Il y en a pour payer les salaires. Mais par contre, je veux dire, qui a la connaissance de la pédagogie, qui sait accompagner des élèves dans la durée quand on fait la guerre, on prend des soldats. Quand on fait l'éducation, on prend des profs. Hein, donc la compétence, elle est là. Et puis après, comme il faut du lion, il faut des structures comme les nôtres qui vont agréger ça. Et voilà, ça fait un truc qui peut fonctionner. Merci beaucoup. Ouais, ça tient. Allez, le mot de la fin. Le mot de la fin, je voulais juste rajouter, c'est justement, on allait, je pense, converger vers le même élément de réponse. C'est-à-dire que si on a vraiment cette optique que l'outil est au service de l'enseignant, et justement, il ne se supplée pas, en fait, il ne va pas revenir remplacer. Alors oui, je pense que dans la scénarisation des vidéos, il faut être judicieux pour se poser la question, quels sont les éléments qui vont périmer le moins rapidement. Exemple tout simple, est-ce que c'est judicieux de mettre un salaire dans la vidéo? Peut-être pas, peut-être que ça peut être sur une fiche complémentaire qui est de l'écrit, qui peut facilement être adaptée. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, l'intitulé de la formation pour accéder à un métier doit être visionné, doit être vraiment dans la vidéo? Peut-être pas non plus. Par contre, dire que c'est métier long, parcours court, parcours long, là on approche peut-être plus. Alors, c'est pas pour tout remettre sur l'enseignant, sur l'accompagnement, même si je l'ai dit tout à l'heure, le débriefing est vraiment au cœur de l'efficacité pédagogique, mais c'est que ça reste un outil. Et justement, je pense que dans la scénarisation, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'on apprend en fait au fur et à mesure comment scénariser, comment rendre moins périmable, même si, effectivement, dans l'édition, quoi qu'il se passe, c'est la question qui se pose. Donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs solutions. Ce problème ne sera pas résolu. Par contre, je pense qu'il peut être contourné justement par le débriefing, par se poser la question dans la scénarisation, qu'est-ce qu'on inclut ou pas, et qu'est-ce que l'on met plutôt dans l'atelier, l'accompagnement, etc.
Merci beaucoup Satya. Je rappelle votre nom, Satya David, vous représentez la société J'Explore et on vous retrouve sur la plateforme d'exposition. Vous êtes là, juste en face de vous, vous retrouverez avec plaisir Olivier Vincent pour Métier 360. Vous êtes dans la même allée, je vous ai vu ce matin. Merci de nous avoir accompagnés. Merci Régis Bichard d'avoir représenté le campus des métiers brillamment chaque année et toujours avec des avancées. On voit quand même que pour ceux qui étaient là depuis 3 ans, toutes les évolutions qu'il peut y avoir sur des sujets et autour du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, que sont la technologie et la formation, les formations immersives. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints. Deuxième salle d'applaudissements, Régis. Prenez. Merci beaucoup.